Alors aujourd'hui on va parler de Spring Boot avec un titre un peu accrocheur, Make Jar Not War. Alors on parle pas de la guerre, hein, bien sûr. Alors ça va être très rapide en termes de slides, il ne va pas y avoir grand chose, je vais surtout vous montrer quelques exemples de code, un petit retour d'expérience sur les tests Spring Boot. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Spring Boot? À quoi ça sert? Donc, pour moi c'est un facilitateur en fait Spring Boot. Ça va juste simplifier la création d'applications Spring en mode standalone en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que ça embarque? Voilà, donc ça embarque un conteneur, Tomcat en l'occurrence, ça peut être aussi un Jetty. Ça propose des fonctionnalités pour avoir des pommes tout prêts, tout configuré, voilà, ce qui permet de démarrer très vite un projet avec un certain nombre de dépendances dont on a toujours besoin. Ça propose de l'autoconfiguration de projet en fonction de la détection de ce qu'il trouve sur le ClassPass. Il va être capable de configurer un certain nombre de fonctionnalités. Alors bien sûr, on peut avoir la main dessus pour désactiver certaines choses, en réactiver d'autres, voire les configurer soi-même. Ça vient aussi avec un certain nombre d'outils, de métriques, de health check, et ça permet aussi, out of the box, de faire de la conf externalisée. Alors oui, juste, qui est derrière, c'est Pivotal Software, donc c'est la boîte de Spring, comme par hasard. La première release de Spring Boot, c'était le 1er avril 2014, petite blagounette. Et on est en version actuelle en 1.3.3. Il y a la 1.4 qui est bien lancée avec déjà 3 versions. Voilà, elle va bientôt arriver. Alors, c'est un peu accrocheur, mais vous allez voir après pourquoi. Avant, on va même dire maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous packagez des WAR. Quand vous voulez déployer une application, ben, vous déployez un conteneur. Donc ça passe alors, chez nous par deploy, mais le principe est toujours le même. Il faut démarrer un conteneur, il faut le configurer, etc. Donc ça prend un peu de temps. Donc c'est moins simple. Mais ça c'était avant Spring Boot. Donc ça c'est la fin des slides. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est un ensemble de petites choses avec quelques projets de type Hello World qui font très peu de choses, le minimum possible pour vous mettre en évidence en fait la fonctionnalité qui arrive et comment est-ce qu'elle est implémentée avec Spring Boot. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est la différence entre un projet Spring Boot et un projet qui n'est pas Spring Boot en termes de code, de minimum viable product. Alors, sur un projet non Spring Boot, aujourd'hui, en Servlet 3, donc pas de conf XML, on a besoin d'un PC portable qui marche. Voilà, alors on a besoin de quoi? On a besoin d'un listener, voilà, de transmettre des paramètres de scan automatique pour Spring. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, et puis lui dire en fait comment il doit récupérer sa conf, donc en l'occurrence par annotation, il va découvrir un peu tous les bins, etc. Voilà. Ensuite on a besoin d'une conf pour Spring, donc là il faut lui indiquer voilà, où est-ce qu'il va devoir scanner pour trouver ses bins. Et enfin, parce qu'on utilise Jersey majoritairement chez nous, je l'ai configuré avec un Jersey, et donc là encore, le minimum qu'on doit lui dire à Jersey, c'est où est-ce qu'il va trouver ses ressources. En l'occurrence, en termes de ressources, pour tous les projets que je vais vous présenter, ce sera toujours ce qu'on vient de voir. Il y a une seule ressource, Hello World, voilà, qui affiche du texte bateau. Alors, donc ça c'est la version non Spring Boot. Alors une chose qui est importante aussi à noter, c'est la tête du POM. Le POM, je vais afficher les lignes. Le POM, il est constitué d'un certain nombre de choses, une dépendance à Spring, forcément, à Jersey, au connecteur Spring pour Jersey. Voilà, on lui donne aussi voilà, la spec sur les servlettes, c'est pour éviter quelques déconvenus dans le code quand on est dans Eclipse. Voilà, j'ai utilisé le BOM de Jersey pour avoir directement des versions cohérentes dans ce que je déclarais. Vous remarquez qu'ici je ne déclare pas de version. Voilà, pour tirer les dépenses Jersey. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Et enfin, on lui indique comment on compile. Voilà, ce petit truc là, ça va nous permettre de ne pas avoir de web.xml puisqu'on est en Servlet 3.0. Et enfin, un facilitateur pour déployer sur Tomcat. Voilà, donc là on a à peu près 100 lignes. Bon, on pourrait peut-être en enlever quelques-unes, on n'a pas forcément besoin de tout, mais on est à peu près à ça. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, alors déjà je peux vous montrer que le projet tourne.
là, hop, on a voilà, on a un Hello World non Spring Boot minimum. Alors maintenant, on va faire la même chose avec Spring Boot. On va voir la différence. Donc le projet, il est là. En termes de config, on a la même chose, en fait, quasiment pareil. Alors c'est écrit un peu différemment, mais dans le principe, on a toujours nos 3 fichiers de config. Voilà, la servlette, on a la conf de Spring. Alors on remarque quand même qu'on passe par un main, ce qui est un peu différent de la conf Spring traditionnelle, mais dans le principe, c'est à peu près pareil. Et enfin, on a la conf Jersey, qui est exactement pareil. Ça bouge pas. Et on a toujours notre exposition. Voilà. La seule chose qui change, en fait, ça va être le POM, qui lui, pour le coup, est vachement plus concis, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait, en fait? On a juste à déclarer ici qu'on veut utiliser une dépendance sur Spring Boot Jersey, Starter Jersey. Ça, c'est quoi, en fait? C'est un POM qui est tout prêt et qui permet de tirer les dépendances dont on a besoin pour démarrer un projet, Jersey, tout simplement. Donc il va tirer la dépendance Jersey à Spring, etc. Et surtout, il va s'occuper de gérer toute la notion de version. On a souvent du mal à savoir quelle version doit marcher avec quelle autre, qu'est-ce qu'il faut tirer pour que ça fonctionne. Et en fait, un des points forts des POM, des starter POM, c'est justement qu'à l'intérieur, on a tout un ensemble de versions qui sont préconfigurées et qui savent travailler ensemble, en fait. Ça, c'est un gros plus, ça évite de se prendre la tête. Voilà. Donc en fin de compte, c'est tout ce qu'il y a de... Ici, on déclare un Tomcat qui est fourni. Et enfin, voilà, on indique qu'on va utiliser, alors avec Maven, pour travailler, il faut juste lui indiquer le plugin Maven, et c'est tout, en fait. Voilà, donc si maintenant je prends le même projet, alors d'ailleurs, on peut, là je l'ai lancé en ligne de commande, mais on peut tout à fait aussi ici travailler depuis son Eclipse. Voilà. Une petite différence aussi, vous remarquez, c'est la couleur. C'est tout bête, hein, mais ça peut être pratique. Voilà, et là, j'ai le même projet, sauf que cette fois, voilà, je suis depuis Spring Boot. C'est la même chose, c'est le plus petit projet possible. Voilà. Là-dessus, la seule différence qu'on va noter, mais elle est importante, c'est au niveau de la conf du POM, où voilà, ça va vraiment faciliter les choses. On n'a pas trop à se prendre la tête. Ça paraît rien, mais c'est quand même intéressant. Voilà, donc ça c'était pour les fonctionnalités type minimum. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelques petits trucs qui sont possibles aussi. Alors, typiquement au niveau des tests, alors certains d'entre nous ont besoin de faire des tests d'intégration parfois. Les tests d'intégration, c'est typiquement déployer un Tomcat, ou un conteneur, quel qu'il soit, et puis faire des appels REST pour vérifier que notre source se comporte de telle ou telle manière, que, je sais pas, si on a des problèmes d'autorisation, que, en fait, n'importe quoi. On a souvent besoin de déployer un conteneur. En fait, Spring Boot va nous faciliter un peu la tâche. Voilà. Avec quelques annotations. Alors, le projet qui est ici, encore une fois, c'est toujours le même. C'est le même que Spring Boot Minimum. Il y a une ressource, le Hello World, c'est exactement pareil. La seule chose qui change, c'est ça. C'est tout. Le POM est le même, etc. Donc, on indique avec quoi on run, donc avec JUnit, ça ne bouge pas. On lui indique où trouver la conf de l'application Spring Boot. Donc là, on pointe sur une autre configuration qui est déclarée ici. Et enfin, on lui dit de choisir un port aléatoire voilà, pour le serveur. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on récupère le port qu'on aura au runtime directement avec cette variable-là, qui sera setée par Spring Boot. Et enfin, on utilise un REST template classique. Alors là, c'est un test REST template qui peut faire un peu plus de choses pour le test que le REST template, mais on pourra l'utiliser aussi basiquement. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Je fais juste un appel au serveur localhost sur le port, sur Hello World, et je vérifie qu'il retourne bien le texte, pardon, c'est tout bête comme test, mais voilà, qu'il retourne bien ce que j'attends. Là, si on essaye. Hop. Alors une chose aussi, c'est que du coup, avec les starter POM, là par exemple, on voit que j'ai utilisé des matchers, etc. Tout ça, c'est amené par Amcrest. Et du coup, ça a été mis automatiquement ça a été tiré en tant que dépendance. Voilà, j'ai rien eu à faire, il va chercher automatiquement les choses qui nous servent assez souvent en fait. Voilà, donc là j'ai fait mon test d'intégration, tout bête. Mine de rien, il m'a quand même démarré un serveur Tomcat, il a déployé l'application dessus, et puis c'est tout.
Voilà, et donc moi la seule chose que je vais faire c'est ça. Alors ça on n'en a même pas besoin, c'est si on veut avoir en fait les informations sur le contexte de l'application qui a été déployée. Là en l'occurrence, je pourrais l'enlever, ça fonctionnerait de la même manière. Voilà, donc ça c'est pour la partie test d'intégration, ça peut être intéressant. Une chose aussi qu'on fait souvent, c'est passer des paramètres à nos applications. Alors c'est pas magique, enfin, on récupère dans le main, il faut les parser, etc. Il faut vérifier si elles sont bien conformes à ce qu'on attend. Voilà. Ici, Spring Boot va nous permettre en fait, de le faire un peu plus facilement avec simplement une classe qui implémente cette interface Application Runner. Et en fait, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on récupère les arguments qui ont été parsés cette fois-ci. On n'a pas à se taper un tableau, un gros tableau de string. Et du coup, on peut faire nos petits tests. Typiquement, chez nous, on avait l'habitude de mettre un -L pour lancer les applications, les KSH, ce genre de choses. Et bien, on peut très bien reproduire le même comportement avec une option type start ou -L, enfin, comme on veut. Et si elle n'est pas passée, et bien, finalement, on exit l'application correctement avec un code retour d'erreur comme on a envie. Mais en tout cas, on peut le faire proprement. Alors ça, je vais vous le montrer. Alors ici, je l'ai déployé l'application. Ça marche pareil en local, hein, c'est juste pour que vous voyez sur un serveur la différence. Voilà, donc là, ça commence pas bien. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai défini un système qui dit si j'ai pas de point start, enfin de start en tant qu'option, je sors. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici. D'ailleurs, encore, on voit la couleur, ça peut nous être pratique. Voilà, il nous dit tout simplement you must start option to start the application. Donc en fait, c'est tout simplement ce que j'ai défini ici. Voilà. Et donc pour lui passer un paramètre, eh bien, on lui passe comme ça, moins l'argument, et à ce moment-là, ça fonctionne. Voilà. Et donc on va s'en assurer. Alors cette fois, je suis plus en local, mais je suis à distance. Et voilà. Alors une petite chose aussi pour tester, j'ai joué avec un paramètre parallélisme que j'ai passé pour vous montrer comment ça fonctionne. Comment on peut les setter très facilement ces paramètres. Si on n'a pas besoin de les parser, eh ben, on peut tout simplement les injecter à la Spring avec le add value. Alors je lui mets une valeur par défaut qui est à 1, c'est ce qu'on retrouve ici. Mais du coup, si on lui set un parallélisme à 5, c'est des choses qu'on fait assez souvent pour la configuration au démarrage. Et voilà, ça fonctionne, ça bind assez facilement. Voilà. Alors ensuite, je peux vous parler de l'aspect log. Alors les logs, c'est toujours un peu chiant à configurer parce qu'il y a logback qui prend la main assez tôt. Pardon. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est simplement... Alors par défaut, en fait, Spring Boot log dans un fichier qui s'appelle spring.log. Voilà, tout simplement. Donc j'ai juste overridé un peu la conf par défaut pour le rendre compliant à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire faire le nom de notre application, .log, avec une rotation journalière. Voilà, et puis une purge automatique tous les 7 jours des anciens logs en fait. Voilà, donc si je vous montre la tête du fichier de conf, voilà, ici, clac. Alors vous allez noter une petite chose qui est intéressante, c'est ça. Ça en fait c'est un truc qu'on ne peut pas faire actuellement, sans Spring Boot en tout cas, c'est charger vraiment très tôt des paramètres de l'application qui seraient dans un application property, voire même passer en ligne de commande, de manière à pouvoir l'injecter dans la conf des logs. Alors on pourrait se dire que c'est pas trop embêtant, sauf que c'est en fait un peu la dernière barrière qui nous permet de ne pas configurer vraiment de façon générique les logs. Là, étant donné que je récupère
un nom d'application que j'ai indiqué ici, voilà, clac, qui est lui-même récupéré voilà, de la conf Maven au build, et ben en fait ça me permet tout simplement de lui setter à cet endroit-là, voilà, de manière à avoir un truc qui est complètement générique. Demain on fait une autre application, et ben on n'a rien à changer si ce n'est le nom de l'application, et on a notre conf de log qui est prête, pas besoin d'aller la modifier à la main. Donc c'est des petites choses, mais ça simplifie un peu la donne. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà, donc en fait j'ai exactement la même chose que sur mon poste, c'est-à-dire le fichier logback Spring. Alors c'est pas anodin le logback Spring, le nom. En fait c'est on pourrait utiliser un fichier logback.xml tout simplement en termes de nommage, sauf qu'en fait ça pose des problèmes à Spring Boot parce que lui a besoin d'avoir la main très très tôt pour pouvoir loguer les premières informations. Donc en fait il suggère d'utiliser un deuxième fichier logback, celui-ci. Voilà, tout simplement. Mais ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, c'est juste une suggestion de leur part. Donc si je démarre mon application, hop, je lui précise quand même à l'endroit à laquelle je veux tracer les logs. C'est une bonne pratique de le faire en entrée. Comme ça permet quand on est en dev de choisir où est-ce que ça veut aller, où est-ce qu'on doit loguer, alors que quand on est en prod, on a souvent des répertoires différents. On pourrait très bien le passer dans l'application partie, le chemin de sortie, c'est pas un problème. Je préférais le mettre ici. Voilà, les deux sont possibles. Hop. En fait, je le mets dans un répertoire log, tout simplement. Voilà. Là, je démarre une application. Je lui ai dit, voilà, tu vas me prendre la conf Spring, il va la prendre par défaut, c'était dans Spring, logback Spring. Et je lui ai juste dit, voilà, tu vas me sortir les logs dans log, tout simplement. Donc je vais retourner ici. C'est toujours la même application, Hello World. Voilà. Très bien, il a géré les logs. Et si on regarde ce qui se passe, on a deux informations. On a les logs, ben en fait les mêmes que ceux qu'on voit à l'écran, c'est ceux qui sont dans Hello World, SB, Jersey Logs. Et on a un autre fichier qu'on connaît bien avec Tomcat, qui est le fichier des access logs, qu'on retrouve aussi avec du coup, l'accès que je viens de faire depuis mon navigateur. Voilà, pour les logs. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une petite chose aussi qui est intéressante, c'est que les logs, on peut tout configurer en fait en ligne de commande aussi. Là où avant, la conf des logs, tout se faisait dans le fichier logback ou log4j, là on va pouvoir directement gérer nos niveaux de traces depuis soit la ligne de commande, soit le fichier de property. Typiquement, je vais pouvoir lui dire, alors, je vais ici. Hop. Voilà. On va pouvoir, dès la ligne de commande en fait, lui indiquer, alors vous voyez ici, tout à l'heure j'ai fait un log info I'm here. En fait ce log là, il vient d'ici. Voilà, j'ai fait tout simplement deux traces, info et debug. Par défaut, le niveau de trace est à info. Et on pourrait imaginer que j'ai un besoin en prod, là j'ai un problème, une anomalie, et j'ai envie d'un peu débugger mon application, voir ce qui se passe. Donc, plutôt que d'aller modifier la conf logback directement, et en fait je peux, dès la ligne de commande, tout simplement, lui indiquer ceci. Alors, pas ça. Voilà. Toc. Ça fonctionne pas. Bon. Ok, c'est censé fonctionner.
Quand il c'est l'effet des mots. Alors, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? C'est une autre partie intéressante de Spring Boot qui s'appelle l'Actuator. Alors, l'Actuator, c'est quoi en fait? C'est un système de supervision, tout simplement, de production. Donc, ça va nous apporter un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de savoir, au run en fait, où en est notre application. Ça va nous apporter voilà, des métriques, des health checks, ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc, toujours notre application Hello World, ça va changer. Alors qu'est-ce que j'ai dû faire pour avoir cet actuateur? Il y a quand même une petite chose à rajouter, simplement dans le POM. Hop, voilà. La seule chose que j'ai dû rajouter, c'est ça. Et ça, puisqu'en fait on utilise GRZ, donc lui l'actuateur, en fait son système de métriques, etc. fonctionne avec Spring MVC. C'est pour ça que j'ai tiré cette dépendance-là en plus. Et enfin, j'ai aussi rajouté ça, c'est de la sécurité. Ça permet en fait tout simplement de sécuriser toute la partie actuateur. Il va nous demander un login mot de passe pour pouvoir se connecter afin que tout le monde ne puisse pas y accéder en fait. D'ailleurs, ce login mot de passe, hop, il est là. Alors on peut en setter un nous-mêmes. Là, je l'ai laissé le générer automatiquement. Alors je vais passer cette fois dans DHC, c'est uniquement parce que il va nous retourner du JSON et du coup c'est plus facile à lire d'ici en fait. Alors, la première chose qu'on peut avoir comme information, c'est des informations sur le système. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est joué. Voilà. On peut avoir des informations sur notre application. Donc là, je me suis connecté, on pourrait imaginer que je suis en prod et je fais une requête sur tout simplement une application, n'importe laquelle, pour savoir par exemple en quelle version elle est. Je peux aussi avoir des informations sur depuis où l'application a été buildée, c'est-à-dire en fait depuis quel tag Git ou quelle révision. C'est des petites choses, mais c'est toujours intéressant de pouvoir le savoir. Donc vous remarquez que je n'ai pas eu besoin de me connecter pour l'instant. Il y a plusieurs niveaux en fait, de gestion au niveau de l'actuateur. Il y a des informations qu'on peut donner sans se connecter avec un login mot de passe, c'est le cas pour l'info, et vous verrez qu'il y en a d'autres qui ne sont pas accessibles. Il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est le endpoint else. Alors là, je ne vois qu'une seule chose, c'est statut up. C'est bien, mais à la limite, je pourrais vouloir avoir d'autres informations. Vous allez voir qu'ici, si je vous montre autre chose, voilà. Ça, c'est un autre endpoint, le env, qui va permettre de savoir en fait, finalement, qu'est-ce qu'a chargé notre application, sur quelle propriété elle se base. Et c'est à ce moment-là où, là, par contre, il nous dit, par défaut, il faut se connecter. Ça, c'est trop sensible, je ne vous le donne pas. Donc là, je mets le login mot de passe, et à ce moment-là, je récupère un certain nombre d'informations sur mon système, mon application qui est en prod. Voilà, les variables système, les variables d'environnement, etc. Les paramètres qui ont été chargés par l'application, donc tout ce qui se trouve dans l'application property, tout ce qui a été passé en paramètres au démarrage, tout ça on le retrouve avec env. Vous remarquez aussi que si maintenant je retourne sur else, comme je me suis déjà connecté une première fois, enfin je suis connecté, j'ai accès à plus d'informations. Donc il y a un système comme ça de filtrage des informations qu'on distille en fonction du profil de personne. Voilà. Une chose intéressante aussi, c'est le trace. Ça va nous donner en fait les 100 derniers appels qui ont été passés sur la JVM. Alors ça peut servir pour débugger, ça peut être pratique, voilà, avec les arguments, la requête, la réponse, tout simplement. On a aussi autre chose, c'est bien sûr les métriques. Alors ça c'est un truc qui est super intéressant. Au runtime, on va pouvoir avoir des métriques alors qui sont proposées out of the box. Alors la mémoire, où elle en est, le nombre de processeurs, voilà, l'instance depuis qu'on est démarré, des informations sur la mémoire, la heap, etc., sur les threads, les GC aussi. Donc, tout ça c'est fourni voilà, sans aucune configuration. On va aussi avoir ce qui s'appelle des counters. C'est tout simplement en fait par endpoint savoir combien il y a eu d'appels de passé en fait.
Et on a aussi ce qui s'appelle des jauges. Ça en fait c'est l'affichage de la dernière requête. C'est le temps en fait en l'occurrence qu'a mis la dernière requête. Alors sur chaque endpoint. Donc là c'est les endpoints que je viens d'utiliser, les infos, else, etc. Voilà, donc 13 millisecondes, voilà, le nombre d'appels. Voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent être sympas à utiliser. On peut rajouter nos propres métriques sans problème. On peut, si on a une data source, là il n'y en a pas, mais on pourrait très bien une data source de déclarer. Automatiquement, il va afficher le nombre de connexions qui sont activées actuellement. Voilà, un certain nombre d'informations plutôt intéressantes. Et une dernière chose, en fait, qui est plutôt sympa aussi, c'est le thread dump. On peut lui demander de faire un thread dump directement en fait, en l'attaquant via l'URI /dump. Et à ce moment-là, on se retrouve avec notre thread dump tout classique. Plutôt que d'aller avoir besoin de se connecter physiquement sur la machine, ça peut être pratique de le faire à distance. Voilà, donc ça s'appelle l'actuator en fait, leur système. C'est un facilitateur pour faire de la supervision en fait. Voilà pour la présentation. Ah oui, une dernière chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le long de la présentation, j'ai dû faire des Java moins jar. C'est sympa, mais tant qu'à être vraiment sur une application où on n'a rien d'autre qu'un jar, ça pourrait être bien de la lancer directement. Et bien en fait c'est possible, sans problème. Là, je lance mon application, j'ai même plus besoin d'appeler Java Moja en fait. Je lance, alors il faut que je lui paramètre le moment start, puisque c'est l'application avec les start. Voilà, donc j'ai fait la même chose que ce que je faisais avant, sauf que j'ai enlevé le Java Moja. C'est tout bête, mais c'est pratique. Voilà, alors vous allez me dire, du coup c'est bien, mais souvent on a besoin d'un KSH parce qu'on va passer des arguments JVM par exemple pour les tailler, passer des arguments, etc. Et comme on est dans VTOM, on n'a pas envie de se relivrer la chaîne à chaque fois qu'on doit modifier quelque chose. Et en fait avec ce système-là, si on lui colle un fichier, le nom d'application.conf juste à côté, il va venir le lire. Et donc on va lui passer directement les paramètres ici. Donc on peut tout simplement dans notre système VTOM par exemple, lui indiquer de lancer l'application et malgré tout passer les paramètres, les templétiser nous-mêmes. On ne va pas avoir besoin de wrapper, d'un KSH wrapper pour avoir la main sur le lanceur en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, donc ça c'était Spring Boot.